Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour Gilles. Bonjour Monsieur Benjamin. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. On aura une petite nuit forcément. Mais... Bonjour Michel Denisot. Bonjour. Vous êtes bonjour notre Gilles. invité. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un honneur. Un honneur. C'est culte. Un honneur, ouais. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal, aux éditions Flammarion, les 40 ans de Canal+, qu'on fête cette année. Vous avez, vous aussi, été un enfant de Canal, d'une certaine manière. Vous avez tout fait dans la télé. Est-ce que vous avez déjà animé des soirées électorales? Ça vous est arrivé? Ah oui, mais c'était avant Canal. Ça m'est arrivé sur la 3e chaîne. J'ai fait l'ouverture, le début de la 3e chaîne. Il y avait marqué 3e chaîne couleur à l'époque. C'est pour vous dire qu'on sortait quasiment du noir et blanc. Et donc, ouais, j'ai fait des soirées électorales à ce moment-là avec des petits moyens, mais avec conviction. Et c'est chiant ou pas à faire les élections électorales? Non, c'est bien. Il y a de la tension. L'événement est là, donc notre boulot, c'est de rendre compte de l'événement, mais c'est passionnant. Alors, on va en parler de tous les personnages qui ont eu leur première fois sur Canal+, et la liste est impressionnante. Il n'y a pas Mitsumitsu? Vous savez, il n'y a pas Mitsumitsu, vous savez, le péteur qui était dans... Non, je suis très déçu que vous n'ayez pas mis Mitsumitsu. Bruno Carrette n'est pas là, quoi, n'est plus là. Donc voilà, il y en a dans la liste avec lesquels vous êtes encore très très amis. Oh, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Tout le monde m'a répondu vraiment rapidement, tout de suite, avec plaisir d'ailleurs, parce que ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que de gens qui sont aujourd'hui la plupart en haut de l'affiche, c'est que Canal a été une chance inouïe pour eux, parce que leur destin n'était pas écrit et ils avaient peu de chances de devenir ce qu'ils sont devenus. Certains, il y a des exemples qui sont les plus spectaculaires, comme Jamel, Omar Sy ou même Michel Hazanavicius, qui au début à Canal, avant d'avoir 5 Oscars, faisait des montages, des détournements d'images, des boulots, de ce qu'on pourrait appeler des petits boulots, hein, donc, mais avec passion. Et puis aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont devenus. Canal a été un carrefour et tout, sûrement encore aujourd'hui, hein, enfin un porte-avions pour des talents et qui arrivaient de partout, parce que l'accès était facile. Il n'y avait pas de marketing. Ça fonctionnait à l'envie et à l'instinct, et voilà, ça a donné ça. Et puis il y a bien sûr, on pourra en reparler après, mais il y a bien sûr votre histoire avec Charles Bietri et le fait également que Canal+ a réinventé la façon de filmer le football, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on était la 4e chaîne, c'est-à-dire qu'il n'y en avait que 3 avant, moi je venais de TF1, qui était une chaîne de service public à l'époque, où les choses étaient plan-plan et on touchait à rien, quoi. Donc, et là, sur la retransmission du sport, donc moi j'étais au début, c'est moi qui ai connecté Charles avec Canal à l'origine, et puis Jean-Paul Jaude, dont on parle peu, mais qui a un rôle très important aussi, le réalisateur qui était un peu bridé à TF1, et donc on a démarré tous les 3, et puis après Charles a pris l'affaire en main, et avec le succès qu'on connaît, c'est vrai que ça a modifié la retransmission du foot, en tout cas. Allez, on passe au zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Michel Benjamin, c'est la première chaîne à avoir annoncé la victoire de Donald Trump, la très conservative Fox News. Nous sommes en version originale, il est 7h57 aux États-Unis, en France. Officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. The former president's comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he narrowly lost 4 years ago. He is now the second president in U.S. history to win non-consecutive terms. Vous avez quelle image, vous, des États-Unis? Quand on y va, c'est différent de l'image qu'on en a quand on n'y va pas. Et puis quand on prend le plein fouet des résultats comme ça, on se rend compte que l'image qu'on a ici est surtout une image quasi européenne, quoi, de New York, qui est une ville européenne, de Los Angeles, qui est une ville pas européenne, mais quand même presque. Mais c'est pas ça l'Amérique, quoi. L'Amérique, c'est le fin fond de l'Amérique. Moi, je suis pas allé beaucoup au fin fond de l'Amérique. Je suis allé dans le Tennessee, je suis allé à Phoenix, des choses comme ça. Et là, on voit autre chose. Ouais, les farmers et. Ouais. Et c'est cette Amérique-là qui a voté. C'est donc une victoire historique de Donald Trump. Imaginez qu'il faut remonter à 1892, Benjamin, pour trouver un président. Je m'en souviens très bien. On n'était pas nés, je crois. qui a gagné, puis perdu, puis gagné. Ouais. Alors, si le personnage est outrancier et choque chez nous, vous allez voir que pour les électeurs de Trump, c'était sur BFM ce matin, là, leur priorité est ailleurs.
Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec la personnalité de Donald Trump? Moi, je vote sur la politique, peu importe la personnalité. On peut regarder les 4 années de son mandat, eh bien, il avait vraiment 20 sur 20 en termes de politique, peu importe sa personnalité. On a tous des défauts de personnalité. Je pense qu'il sera un très bon président à nouveau et on a hâte de le retrouver pour 4 ans. Est-ce que la situation était aussi atroce pendant 4 ans sous Biden? Oui, c'était horrible. Ça a eu un impact sur mon portefeuille, ma retraite, ma famille. On veut mettre derrière nous l'économie Biden et se tourner vers l'économie Trump. Là oui, les Amerlocs, c'est l'argent avant tout. Hein. Ça parle. Money first, oui. Money first. Ça aurait été un personnage incroyable, Trump, pour les Guignols. Ah oui, il était au-delà de la caricature. En tout cas, l'image qu'on en a ici est au-delà de la caricature. Et effectivement, ça aurait été un personnage très fort. Qu'est-ce que est devenu votre marionnette? Vous l'avez ou pas? Non, je l'ai pas. Non, vous n'avez pas votre marionnette? Je pensais que vous auriez pris votre marionnette. Mais je suis comme tout le monde, je trouvais ça formidable, sauf moi. Et voilà, donc... Ça vous dérangeait vraiment le côté blagueur? Non, oui, faut un peu d'autodérision, sinon c'est pas drôle. Et puis comme j'aime bien l'humour, donc ça va très bien. Non, ça va. C'est donc une victoire historique, c'est bien. Je relisais exactement le même passage, donc je vais passer au chapitre 3. Ce matin sur BFM, il y avait du rififi. Ah oui, il y avait des partisans de Kamala Harris sur le plateau, ceux de Donald Trump. Et quand un partisan sur le plateau de Kamala Harris a dit qu'il avait honte pour son pays qu'ils aient voté pour un agresseur sexuel, je peux vous dire que le représentant de Donald Trump a eu la moutarde qui lui est montée au nez. Ces femmes de couleur en ont eu assez de la propagande qui a été déversé contre Donald Trump pendant toutes ces années et encore plus récemment pendant cette campagne. J'insiste bien. Et écoutez bien ce qu'on a entendu. On a entendu Kamala Harris, on a entendu Barack Obama dire que Donald Trump était un fasciste, que c'était Hitler. On a dit qu'on n'était pas dans l'invective ce matin. On est dans les résultats de la présidentielle. On a entendu des choses. Quand j'entends quelqu'un qui traite de criminel, quand un monsieur traite... Vous savez, il est 6h30. Les gens se réveillent et nous regardent. On coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Pardonnez-moi, cette condamnation est enregistrée. Non, elle n'est pas enregistrée. Non, elle est comme appel. Stop. Sinon vous sortez. L'information, s'il vous plaît, l'information d'abord. Ah oui, vous avez raison, dès 6h30 du matin, tu mets ton radio réveil, t'entends l'engueulade. Ça met l'ambiance, ça réveille. C'est également la victoire donc des chrétiens. Donald Trump a même dit dans le discours que s'il avait été sauvé lors de la tentative d'assassinat, c'est Dieu qui l'a sauvé pour qu'il devienne président de la République. Il avait rencontré, alors il y a un personnage qui s'appelle Sean Fust, qui est une star, seuls les Américains peuvent avoir des trucs comme ça. C'est une star du rock chrétien où il crie sa fierté d'être chrétien. Et vous savez quoi? Il a béni Donald Trump. Il a béni Donald Trump. Et c'est un reportage de Quotidien. Sean Fust, c'est une star du rock chrétien aux États-Unis, un influenceur évangéliste multimillionnaire qui pourrait bien peser dans la balance aux élections. On l'a déjà vu plusieurs fois aux côtés de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le chanteur avait même béni l'ex-président dans le bureau ovale. Plus tard, Donald Trump le félicitera en vidéo. Ce week-end, Sean Fust organisait un grand concert à Washington face au Capitole. Paul s'est rendu sur place au milieu des fidèles qui prient pour que Dieu protège cette élection. We're not going back to being ashamed. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Et il faisait la quête avec un seau KFC. Il y avait une image comme ça. Quotidien, c'est un peu... ça aurait pu être dans votre listing, c'est un bébé Canal+, Quotidien. Oui, vous savez, réunir des gens autour d'une table et mettre des micros et des caméras, j'ai pas inventé la poudre non plus en faisant le grand journal, donc après... Oui, mais il y avait un ton dans le grand journal. Après, j'allais ajouter, ça dépend des gens qui parlent, quoi, et puis comment c'est produit, etc. Oui, quotidien, c'est à vous, c'est des talks de 19h. Eh oui. Alors nous sommes le 4 novembre 1984, rue Olivier de Serres. Le président de Canal+ de l'époque, André Rousselet, lance la première chaîne payante. Vous êtes déjà installé dans les canapés avec Gérard Depardieu. Et sans imaginer que 40 ans plus tard, ça serait un des plus grands groupes de communication au monde. Je finis toujours mon zapping par une musique et je vais finir donc avec la musique de Canal+ et ce lancement. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? On y va. Je dis derrière ça, je dis bonjour et on commence. On commence une aventure dont on connaît pas. On ne sait pas où on va, mais on a beaucoup d'enthousiasme. C'est assez jubilatoire. On est très heureux d'être là. C'est un peu toute une génération qui s'est. On avait tous à peine 40 ans. On s'était choisis les uns les autres. Pierre Lescure m'avait appelé assez rapidement. J'étais parti pour faire la télé du matin qui n'existait pas encore en France. J'étais parti pendant l'été à ABC pour vivre avec Good Morning America pendant une semaine, voir comment fonctionnait une télé du matin, qui ressemble beaucoup à la grille finalement en télé, la grille d'une radio du matin. Oui, mais ils ont des vues sur l'extérieur. Il y avait une vitre, les gens pouvaient regarder. C'était ABC, c'était pas. Nous on démarrait. Les locaux de Canal au début, rue Olivier de Serres, étaient des anciens garages, donc on n'était pas dans le luxe. Mais on était dans l'enthousiasme et on avait beaucoup d'envie. On a été très bien accueillis par le monde culturel au moment du lancement. On a été mal accueillis par le monde médiatique en général et en particulier tout ce qui était le groupe Persan à l'époque, qui regroupait le Figaro, France Soir, qui était très puissant, puisque la une de France Soir le premier jour c'était Canal+, c'est déjà l'échec. Et effectivement, ils avaient raison. Ils ont failli avoir raison parce que pendant 6 mois c'était compliqué, puis après ça a démarré. C'était une motivation en plus à ce moment-là. Ça pique, oui. Allez, on vous retrouve dans un instant. Vous êtes avec nous, Michel Denisot. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal aux éditions Flammarion. Livre où vous témoignez avec ces 70 bébés Canal. Vous les faites témoigner. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. Et nous sommes toujours avec Michel Denisot. Toute première fois, ils ont tous commencé à Canal aux éditions Flammarion. 70 bébés Canal qui témoignent dans ce livre. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre ? C'est venu en discutant avec Pierre Lescure, qui fait la préface du livre. Quand on a vu arriver les 40 ans, on n'est pas des fanats des anniversaires. Et puis on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Puis voilà, moi j'ai repensé au début, parce que le début c'est toujours quelque chose qu'on n'oublie jamais, et donc la première fois, et donc j'ai repensé à la toute première fois de Canal, et je continue, donc il y avait ça s'alignait bien, les planètes s'alignaient, puisque la première chanteuse qui est venue sur Canal le 4 novembre, et qui a chanté, c'était Jeanne Masse, qui a chanté toute première fois. Donc je me suis accroché à ça, et après j'ai appelé Jeanne Masse, lui demandé si je pouvais utiliser le titre, elle m'a dit oui bien sûr. Et puis j'ai demandé, voilà, l'idée du livre est née comme ça, et de raconter à chacun ce qui m'intéressait chez chacun et chacune. C'était, t'étais où avant, comment t'es arrivé là, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie. Et il se trouve que ces 70 nouvelles, comme des petites nouvelles, qui concernent 3 ou 4 générations, et des millions de gens qui ont vu toutes ces personnes qui sont dans le livre, que vous appelez des bébés Canal, et qui aujourd'hui sont des grands. Et votre première fois, elle s'est passée avec Depardieu. Vous présentiez donc le 7-9, la première. Oui, le premier matin. Le premier matin. Et vous savez ce qu'il y avait à la place du café et du chocolat ? Ah, il y avait Jean-Pierre Coff qui était sur le plateau aussi, et donc ça a été casse-croûte dès le premier matin, effectivement. Casse-croûte et un petit peu de vin. Oui, casse-croûte. Hein. On écoute. Bonjour à toutes et à tous, donc pour la première télévision du matin, sur la première chaîne privée en France. Comme l'a dit si bien Antoine Decaune tout à l'heure, on est un petit peu à la bourre, ce qui devait arriver dans un happening tel de 5 heures à peu près, je crois que c'est assez rare à la télévision. Gilles, on va attaquer le petit déjeuner. À notre santé, à Canal. Il est bien. Il faut quoi ? Il faut le mâcher, il faut le... On peut mordre dedans. Hein. Tout à fait, ça mord dedans, c'est très bien. Ça sent le fruit, c'est quand même bien agréable. Et ça fait pas de mal finalement le matin. Non, pas du tout. Ça vous émeut de entendre ça ? Ouais, c'était amusant. En fait, j'ai connu Jean-Pierre Coff. Il débutait à la télé aussi ce matin-là, puisqu'avant il était. Il avait une vocation d'acteur, mais il a joué un petit peu, mais il était surtout restaurateur. Et il avait un restaurant dans le 8e arrondissement où j'étais allé le trouver, qui s'appelait Chez Modeste, qui était évidemment de sa part un clin d'œil humoristique. Et donc j'ai vu déjà dans le restaurant, il faisait le show. Et il connaissait beaucoup de monde dans le cinéma, et donc sa venue à Canal a été assez naturelle. Et pour lui, ça a changé sa vie aussi, évidemment. Oui, et puis c'était un tel personnage, et il était gargantuesque. Alors moi, il y a des noms dans des choses comme ça qui m'ont marqué. Par exemple, on ne sait pas ce qui est devenu Valérie Payet. Valérie Payet, je l'ai vue. Elle vit en dehors de cet univers-là aujourd'hui. Je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais elle a l'air heureuse. Voilà, elle a une famille et tout va bien.
Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est le petit mot de Maryse sur Philippe Gildas. Oui, c'est assez fort comme passage. Oui, il y a des personnages qui ne pouvaient pas ne pas être dans le livre, même s'ils sont plus là, donc dont évidemment Philippe Gildas. Et j'ai demandé à Maryse de me parler de Philippe et de Philippe et Canal+. Philippe est nulle part ailleurs, évidemment. Mais Philippe n'a pas été à Canal+ dès le début. Il était patron d'Europe, mais à ce moment-là, Europe était une station puissante et il a beaucoup aidé Canal+, puisqu'il y avait Coluche qui était à Europe. Donc l'après-midi, il faisait un happening très spectaculaire. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'au bout de 6 mois, Canal n'allait pas très bien, les abonnements rentraient pas et on savait pas trop quoi faire. On a pensé à faire venir Coluche. Coluche ne voulait pas venir parce que quelqu'un lui avait dit que la chaîne allait fermer. Et donc Paul Lederman, qui était son agent, nous a dit, écoutez, c'est un affectif, si vous lui montrez que vous l'aimez, il va changer d'avis peut-être. Et donc je suis mandaté pour ça. Coluche à l'époque faisait du stock car tous les week-ends dans le nord de la France. Donc je suis parti au stock car, il a compris rapidement pourquoi m'intéressais au stock car. J'ai retransmis du stock car et au bout de 2 mois, il est venu à Canal et donc Philippe Gildas a joué un rôle aussi là-dedans. Et ensuite, Philippe a rejoint Canal, comme on sait, pour nulle part ailleurs. Comment vous avez eu l'idée de présenter une émission dans une piscine avec Coluche? C'est un moment tellement extraordinaire de la chaîne. C'est un moment d'insouciance, en fait. C'était la première année où on faisait Cannes à Canal et qu'une émission de télévision faisait du quotidien à Cannes. Il n'y en avait pas à ce moment-là. Et j'étais donc avec des moyens simples, avec 3 caméras au bord de la piscine du Martinez. Et puis il était là tous les jours parce qu'il avait une maison à Mougins et qu'il avait loué pour préparer son spectacle. Il était avec moi tous les jours. Et puis un soir, on a dit tiens, si demain on plongeait dans l'eau, quoi. Et ça s'est fait vraiment facilement. La prod a trouvé des casques et ni lui ni moi, nous sommes des nageurs vraiment. Ni lui ni moi, on met la tête sous l'eau d'habitude. Et puis là, pour s'amuser, on l'a fait. Mais ça, il y avait que Canal qui pouvait faire ça. Oui, enfin peut-être. En tout cas, oui. On avait une liberté. On rendait compte. Vraiment, Alain de Grève, Pierre Lescure nous laissaient libres totalement. Et c'était vrai pour tout le monde. Et je pense que si tous ces talents qui sont dans le livre ont pu devenir ce qu'ils sont devenus, c'est parce qu'ils ont eu la liberté de faire les choses. Et Coluche, c'était une histoire forte entre vous. Et il y a une émission que vous n'auriez pas voulu faire, c'est celle-là. Bonsoir à toutes et à tous. C'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse pour nous rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de 3. Pardon. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Alors je vous propose de revoir Coluche qui était donc à Zénith lundi dernier, juste après sa participation au stock car de Montlhéry. Comment on arrive à faire une émission avec l'émotion comme ça? Écoutez, il faut... Notre métier, c'est en principe de ne pas montrer nos émotions et de traiter tout le monde comme de la même façon. Mais en même temps, il y a des moments qui arrivent et qui sont particuliers et où l'émotion, on ne peut pas la contrôler. C'est ce qui m'est arrivé ce jour-là, quoi. Qui vous manque? Ah oui, il manque beaucoup, oui. Quand on lit ce qu'il disait il y a 40 ans maintenant, c'est totalement d'actualité, mais on peut plus le dire de la même façon. C'est-à-dire son vocabulaire aujourd'hui, je pense, serait condamné tous les jours, mais le fond de sa pensée ferait beaucoup de bien. Pourquoi on ne peut plus dire ce qu'on disait à l'époque? J'en sais rien. Vous n'avez pas c'est un autre sujet, ça. Mais c'est un vaste sujet. Oui, c'est un grand sujet, oui. Très intéressant, mais aujourd'hui, on a toujours la liberté d'expression, etc. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des mots qui sont aujourd'hui perçus différemment et qui sont perçus ou comme des agressions ou comme voilà. Donc c'est compliqué. On peut plus. On vous suit beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, justement, où vous faites des blagues, de l'humour. Là, à ce moment-là, on réfléchit avant d'écrire. Bien sûr. Oui, tout le monde le fait. Ou alors on s'expose à la vindicte et à la condamnation et on est pendu. Donc j'ai pas envie d'être pendu. Et maintenant que Trump a été élu, peut-être aux États-Unis, les blagues vont revenir, puisqu'on peut être élu en disant qu'on mange des chiens et des chats. Maintenant, on pourra peut-être faire d'autres blagues avec Trump. On verra si c'est une nouvelle époque. Trump me fait pas tellement rire, mais... Non, vous comprenez ce que je veux dire. Vous étiez plutôt Kamala, c'est ça? Oui, de toute façon, notre avis n'a pas d'importance. C'est pas nous qui votons et on n'est pas aux États-Unis. On n'a pas tous les paramètres non plus. Voilà, donc, j'aurais préféré que ce soit Kamala. Et puis, alors, il y a eu une autre première fois. Voilà, pour le coup, ça va vous plaire, Benjamin, parce que je sais que vous aimez beaucoup. Et c'est le football. Et là aussi, vous êtes le premier à avoir présenté un match de foot. Écoutons.
Bonsoir et bienvenue au stade de la Beaujoire pour cette grande première sur Canal+. Les derniers sceptiques seront convaincus. Football en direct avec le match Nantes-Monaco grâce à l'accord signé entre le président de Canal+, monsieur André Rousselet, et le président de la Ligue de football qui est à mes côtés, Jean Sadoul. Au nom de tous nos abonnés, je crois qu'il y en a à peu près 200 000 maintenant, je vous remercie beaucoup monsieur le président de nous avoir donné ce petit plus, car je crois qu'on n'avait jamais vu de match de championnat en direct en France et ce n'est pas le premier. Ça ne sera pas le premier. C'est pas le premier l'année dernière, mais nous avons conclu pour au moins 25 matchs cette année. Et 40 ans après, il n'y a plus de matchs de première division sur Canal+, c'est triste. Ouais, il n'y a pas longtemps que ça s'est arrêté, mais c'était une grande histoire je serais tenté de dire d'amour entre Canal+ et le championnat de France de Ligue 1. Que Canal+ a permis à la Ligue 1 de se développer considérablement au fil des années, puisque les droits, on a commencé avec des droits qui étaient minimes, hein, et puis petit à petit, c'était indexé sur le nombre d'abonnés, et donc petit à petit, ça c'est devenu une autre histoire, et après on a parlé en centaines de millions ces dernières années. Maintenant, c'est différent. À l'époque, on a lancé la retransmission du championnat. Et aujourd'hui, il y a du foot toute la journée, quasiment sur les chaînes. Si on est sur des plateformes, on en trouve tout le temps. La Ligue 1 est maintenant sur un autre support. Je pense que c'est pas vraiment bon pour le football, c'est mon avis. Hein, et ni pour les clubs, surtout. Ouais, c'est ça, ouais, ce que je veux dire. Ouais. Je pense que c'est pas une très bonne chose. Je pense que il y a eu une rupture à un moment donné entre le diffuseur et le détenteur de droits, en tout cas, je pense que c'est pas bon pour le foot. Voilà. Et vous êtes toujours passionné de football ? Je suis passionné de football, j'aime le football, j'aime le sport en général, j'aime la Formule 1, j'aime le football, j'aime tous les sports, mais je suis maintenant spectateur de football et spectateur de sport aussi. Et Châteauroux ? Non, moi j'ai plus de rôle du tout à Châteauroux depuis un certain temps. Ils sont bien classés, ils sont mal classés. C'est pour ça. Ils sont mal classés, ils sont moins bien classés que Nîmes avec Jean-Jacques Bourdin. Ah ben voilà. Vous allez toujours au Parc des Princes ? J'y vais de temps en temps, ouais. Avec plaisir, ouais. Oui, j'aime le jeu. Enfin, moi, j'aime le jeu. Là. Après, je vais aussi voir. J'aime bien le Paris FC parce que j'ai des copains aussi au Paris FC. Voilà, j'aime le jeu. Je regarde les matchs. Je regarde les matchs quand il y a des grands talents. Je ne suis pas que supporter. J'aime vraiment le sport et j'aime les grands talents dans tous les domaines. J'ai eu la chance dans ma vie d'en rencontrer beaucoup et de les observer. Je suis parti de rien, j'avais pas de diplôme, j'ai appris en regardant les autres, et ça m'a été utile de temps en temps. C'est encore possible ça, de faire de la télé sans diplôme, ou c'était une autre époque ? Il y en a, je sais pas s'ils en ont, hein, mais... C'est une bonne réponse. Allez, les 40 ans de Canal+, avec vous, Michel Denisot. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal, c'est aux éditions Flammarion. On continue d'en parler avec vous juste après ça. Sud Radio Média, Benjamin Glaise, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Et nous sommes toujours avec Michel Denisot. C'est un plaisir de vous avoir pour fêter ces 40 ans de Canal+. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal aux éditions Flammarion. Le récit, le témoignage de 70 bébés Canal, pour certains qui sont arrivés complètement par hasard et qui ont explosé. Ensuite, vous les connaissez tous bien, vous nous l'avez dit il y a quelques instants. Est-ce que vous avez appris des choses en faisant ce bouquin, des anecdotes que vous ne connaissiez pas qui vous ont surpris ? Oui, bien sûr. Déjà, l'histoire de Jamel et d'Omar Sy, je la connaissais évidemment, je les ai vus arriver, etc., etc. Mais je savais pas exactement le cheminement qui les avait amenés là. C'est-à-dire que Jamel a commencé à faire de la radio à Radio Nova. Il faisait un petit rendez-vous sur le cinéma, alors que le patron de Radio Nova était allé voir Eric et Ramzy sur une scène, et ce soir-là, ils n'étaient pas là. Et il en manquait un. C'est Jamel qui a fait le show c'était pas prévu, et donc Bizot, qui était le patron, découvre Jamel, l'engage. Du coup, là aussi, c'était pas prévu, l'engage à Radio Nova. Et Jamel, pour aller de Trappes à Radio Nova, et bon, les transports et tout, il n'avait pas le permis, et il avait un copain de palier qui était Omar Sy, qui avait le permis, qui l'a emmené à Radio Nova. Et donc Omar l'emmenait à Radio Nova, il attendait que ça se passe, il était dans un coin, et un jour, ils ont fait une interview de Omar Sy en faisant croire que c'était un footballeur sénégalais qui avait gagné la Coupe d'Afrique.
et qui était blessé. Il l'a fait très très bien. Et tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. Et le lendemain, Jamel a dit mais c'était faux. Et donc Bizot a dit amène-le-moi, puis on va le faire. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ils sont arrivés à Canal parce qu'ils ont rencontré De Greff dans une boîte de nuit et où Jamel n'a rien compris à ce que lui disait De Greff, mais il lui a donné rendez-vous, etc., etc. Donc toutes ces histoires sont comme ça. Il y a l'histoire de Charlotte Lebon aussi qui est très spectaculaire. Elle a fait 1 an la météo dans le Grand Journal. Elle est arrivée du Québec, elle connaissait personne, ni moi ni rien. Elle a fait ça pendant 1 an avec beaucoup de culot, d'audace, etc. Et Steven Spielberg est tombé là-dessus et il l'a engagé dans un de ses films. Donc c'est des histoires improbables. Et toutes ces histoires sont improbables. Les destins des gens... je pense que c'est un livre qui peut donner beaucoup d'espoir à tout le monde, à tous ceux qui cherchent et qui ont des envies. Il faut pas lâcher. 2, il faut travailler aussi beaucoup parce qu'on se marrait beaucoup, mais on travaillait beaucoup. Et le propre de la télé, c'est de travailler beaucoup, puis d'arriver au moment à l'antenne, de donner l'impression qu'on ne travaille pas. Et votre force, c'était les interviews, les face-à-face, comment interviewer une personne ou une star. Et je me suis demandé... pourquoi vous n'en avez pas fait un documentaire et pourquoi vous n'en avez pas fait une série spéciale de Zénith, puisque c'était votre grande force. Je me suis dit, vous auriez pu faire les Zéniths des 40 ans avec toutes ces personnes. Hein. Oui, on peut toujours ressortir les archives, mais moi je ne suis pas très chaud là-dessus. Vous en interview, vous auriez pu faire, non, mais vous auriez pu reprendre pendant 1 an Zénith avec eux pour fêter les 40 ans. Oui, aussi. Disons que parce que vous êtes un des meilleurs intervieweurs. J'aurais pu faire disons que j'écoute les gens, ce qui est déjà pas mal, et donc oui, j'aurais pu le tourner, effectivement, mais bon, ça c'est pas fait. Vous vous souvenez de Zénith, c'était ça? Qui vous a marqué? Ah bah voilà, on est sur la même longueur d'onde. Qui vous a marqué, bien sûr. Et puis je vous demanderais aussi quelle personnalité vous auriez aimé faire en interview et que vous n'avez pas pu faire. Qui m'a marqué, il y a des rendez-vous qui m'ont marqué, il y a Prince, et puis après, dans les personnalités, pour moi c'était l'icône absolue, donc c'est vraiment la fois où j'étais le moins, j'avais oublié toutes mes questions, etc. Ça m'est arrivé qu'une fois vraiment à ce point-là, mais j'étais vraiment ébloui par Prince. Et puis la personnalité que j'aurais aimé faire après, il y a des gens aujourd'hui qui ont des images écornées par leur mode de vie, comme Marlon Brando, mais j'ai passé du temps avec Marlon Brando. J'ai dîné une fois en tête-à-tête avec lui, c'était en 2001 à Los Angeles, et il parle très bien français, donc c'était encore plus pratique pour moi, mais j'ai eu un échange avec lui hors du. D'abord, on n'a pas beaucoup d'interviews de lui de la télé française, je sais même pas s'il y en a, et après je l'ai eu au téléphone 2 ou 3 fois, mais j'ai jamais fait d'interview, par exemple, de Brando. Hein. Et il y a eu des moments où des stars vous ont demandé de faire des coupes ou pas? Non. Jamais? Non. C'est-à-dire que quand Catherine Lara fait en direct cette séquence qu'on revoit partout et qui est souvent rediffusée, elle ne demande pas de couper. Non, non, même je vois que cette séquence à laquelle vous faites référence, où je lui dis qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, elle répond sa femme, elle est dans un éclat de rire, et je pense que ça repasse régulièrement, et l'autre jour j'ai vu que ça repassait, je lui ai envoyé un texto en lui disant écoutez, j'imagine vous en avoir marre, elle me dit mais non, et tout, au contraire. Mais est-ce que vous, à ce moment-là, vous pensez que c'est un moment fort de l'émission? Oui, bien sûr. Oui, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose. J'y pense tout de suite. C'est ça. C'est notre métier aussi. Moi, je cherche pas le buzz. Puis d'abord, le mot n'existait pas à l'époque. Enfin, en tout cas, n'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Mais oui, quand on a quelque chose comme ça, évidemment, on détient, c'est pas mal. Et puis, il y avait un autre jingle que je peux vous faire entendre, c'est celui-là. Vous avez trouvé ce que c'était, Benjamin? Non, vous étiez un peu jeune. J'étais très jeune. Vous aviez quel âge? Quelle année? La naissance de Canal. Ah, alors la naissance de Canal, non, je n'étais pas né. Je n'étais pas né. Ouais. Et là, c'est la grande famille. La grande famille, c'était un rendez-vous incroyable. Là aussi, qui a été ensuite évidemment repris par Jean-Luc Delarue, mais c'est vous qui avez lancé la grande famille avec des témoignages. C'est la première émission de testimonial assez fort.
Ouais, j'avais démarré à la mi-journée par une émission qui s'appelait Demain, parce que c'est un des mots que je préfère dans la vie. Et puis, à la fin de l'année, Alain De Greff m'a dit, c'était que des chroniqueurs autour, brillants, mais chroniqueurs. Et Alain m'avait dit, écoute, à cette heure-ci, c'est quand même une télé familiale à l'heure du déjeuner, il faudrait avoir des témoignages autour. Bon, très bien, donc on est rentré dans le témoignage. Et je dis, je vais appeler ça la famille. Il me dit, c'est un peu juste et tout. Je dis, la grande famille. Il me dit, ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc j'ai mis grand dans tout. J'ai fait le grand journal. J'ai mis grand partout après, dans ma vie professionnelle. Et donc, je l'ai fait pendant 2 ans, je crois. Et puis après, je suis devenu président du PSG. Donc, et Jean-Luc était chroniqueur dans cette émission avec le talent qu'on lui connaît. Il me remplaçait de temps en temps. Et puis après, il a repris l'affaire et il l'a magnifié, quoi. Et quand vous voyez le parcours de Jean-Luc Delarue, vous dites pas à un moment que la télévision est vraiment dangereuse ? Le succès est dangereux. C'est pas que la télévision, c'est le succès peut être dangereux, effectivement. C'est un problème peut-être aussi d'entourage, je sais pas. Mais j'avais toujours gardé une relation affectueuse avec Jean-Luc Delarue jusqu'à la fin de sa vie, même si c'était compliqué sur les dernières années. Mais c'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup d'estime et d'affection. Et voilà, après. Et je peux me permettre de vous demander si vous avez des nouvelles de Charles Bietri ? Oui, bien sûr. Oui, je suis allé le voir il y a un mois. À Carnac, je suis allé le voir avec Jean-Claude Darmon et Kim Pembe, le joueur du PSG. On est partis tous les 3 un matin, on a passé la matinée avec lui. Et écoutez, il se bat contre une maladie compliquée, qui est la maladie de Charcot. Aujourd'hui, il ne peut quasiment pas parler, enfin on ne comprend pas, un problème d'élocution très compliqué. Il se déplace difficilement, mais il a l'œil juvénile. Et il se bat avec vraiment très admiratif de son combat, parce que c'est une maladie dont on ne guérit pas pour l'instant. Et voilà, oui. Qu'est-ce que fait de j'échange avec lui. Il peut textoter, donc j'échange avec lui très souvent. On s'occupe. Par exemple, ce soir, il y a un match du PSG. Bon, vers 19h, je vais lui envoyer mon pronostic. Il va m'envoyer son pronostic. Alors, je vous écoute. Non, mais je sais même pas. On n'est pas très bon, pour tout vous dire. Et qu'est-ce que vous faites de vos journées, alors maintenant, Michel Denisot ? Je suis là. Après, je vais faire une autre émission. Voilà. Je fais ça. Et puis, j'ai d'autres projets. Je pense que je vais enchaîner sur un autre livre. Je m'intéresse beaucoup aux documentaires. J'ai fait un documentaire qui est une des choses que je pense avoir fait le mieux dans ma vie, il y a 2 ans, sur la famille Rassam-Berry dans le cinéma, et qui a été sélectionnée à Cannes, qui pour moi était une grande satisfaction aussi. Ça a eu beaucoup de succès là-bas. Et donc j'ai pris goût au documentaire, voilà. Donc je vais enchaîner sur des documentaires. Et puis il y a aussi cette histoire... je refuse des boulots à plein temps, voilà. Je suis largement à jour de cotisation. J'ai failli rediffuser un extrait. C'est quand il y a une attaque à Cannes. Ouais. Est-ce que ce moment-là est encore fort en vous ? Oui. Enfin, je l'ai. Il y a eu des tirs, c'est ça, pour nos auditeurs. Il y a quelqu'un qui a tiré alors que vous étiez en direct. Voilà, on était en direct. Il y a eu 2 coups de feu. On nous a dit, je sais plus ce qu'on nous a crié dessus. Couchez-vous, évacuez. Donc, dans ces cas-là, on réfléchit pas beaucoup. Je pense que c'était il y a longtemps maintenant. Hein. Donc, ça sera aujourd'hui. Je pense que le type qui était avec il serait mort. Il a été neutralisé, comme on dit. Et je sais même pas ce qu'il voulait. En fait, mais c'est vrai qu'on est resté enfermé pendant un quart d'heure dans un bâtiment au milieu des marionnettes des Guignols. J'étais avec Daniel Auteuil et Christopher Valls, puis les gens de l'équipe et tout, et on savait pas ce qui se passait, quoi. Et là, ça tourne vite dans la tête. Et le soir, c'était la dernière année du Grand Journal. J'ai vu comme un signe aussi. Et même Daniel Auteuil aussi, parce que le soir, il m'a dit, j'ai pensé à tout arrêter, quoi. Ça rend tout assez futile, voilà, quand on est au bord de ça, et voilà. Que vouliez-vous faire quand vous étiez jeune, Michel Denisot ? Je voulais être journaliste à Châteauroux. Et j'ai commencé à être journaliste à Châteauroux. Journalisme directement, c'était... Oui. J'ai su à 15 ans ce que je voulais faire, ce qui est une chance dans la vie. J'ai découvert une passion, et quand dans notre métier comme vous, quand votre passion est votre métier, on a de la chance, quoi. Ça va plus ou moins dans une carrière, on a des hauts et des bas, et comme dirait Smaïn, parfois des collants. Et donc, oui, bon. Ça marche bien, celle-là. Vous voulez qu'on mette le jingle ? On peut le mettre.
Et donc, je voulais être journaliste à Châteauroux. J'ai fait un stage. À 15 ans, j'ai frappé à la porte du journal local. J'ai dit, est-ce que je peux venir pendant l'été? Ils m'ont dit, ils étaient sympas. Ils m'ont dit oui. Et puis au bout du mois de septembre, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, j'allais à l'école, je faisais plus rien. J'ai lâché tout. Et dès que c'était fini, j'allais au journal. Le week-end, je faisais des comptes rendus de match. J'ai appris la rigueur assez tôt que j'aime en rédigeant les avis d'obsèques. Voilà. D'accord. Rédiger un avis d'obsèques, c'est de la rigueur. On n'est pas là pour faire le malin. C'est précis. Ou la tournée des commissariats. Et puis j'ai fait ça jusqu'à la fin. J'ai triplé la première, doublé la philo. J'ai jamais rien eu. Et donc j'ai dit je veux faire ça. Mais j'avais rien. Donc à Châteauroux il n'y avait pas de place. On m'a pas engagé ou on m'a pas trouvé assez bon. Je suis parti à l'armée. J'ai rencontré à l'armée un journaliste qui s'appelait Pierre Salviac qui arrivait de Radio Limoges et qui rentrait à France Inter. Il m'a donné le téléphone du patron de Radio Limoges. Je suis allé le voir. Et il m'a dit, il n'y a pas de boulot, sauf à la pige, mais enfin, vous allez pas bien vivre, quoi. Je dis, je viens quand même. Et je suis arrivé, c'était mai 68, grève. Voilà. Et les grévistes ont été sympas avec moi, comme j'avais rien pour gagner ma vie. Ils m'ont dit, tu vas faire une partie du service minimum, qui fait que j'ai gagné un peu, j'ai gagné de quoi manger une fois par jour, quoi. Mais j'ai jamais été malheureux de tout ça. Puis après, je vais pas vous raconter ma vie, c'est très long, mais j'ai bourlingué, navigué, et j'ai saisi les opportunités. Ma vie est aussi un concours. Je dis toujours que j'ai pas de diplôme, mais j'ai réussi aussi quelques concours de circonstances. Mais quand vous êtes à TF1, on vous dit, va pas à Canal, ça va couler, c'est la plus mauvaise décision. À TF1, en 83-84, avant la naissance de Canal, j'étais un peu, ça allait bien, quoi. Je faisais le dimanche après-midi, une émission de variété, de cinéma, bien exposée. Donc il y avait que 3 chaînes, on faisait des millions de téléspectateurs. Et puis Hervé Bourges m'a dit, mais vous faites l'erreur de votre vie en partant à Canal. Il a failli avoir raison. Mais après, les abonnés... Après, quand ça s'est mis à rigoler, c'était plus pareil. Les abonnés sont venus et ça a été l'aventure de votre vie. Oui, mon aventure professionnelle en tout cas, oui. Et vous n'avez pas eu d'autres propositions pour aller faire les choses ailleurs quand vous étiez à Canal? Vous avez su résister? J'ai fait de la production. Si j'ai fait un moment d'émission à TF1 en même temps, au début quand ça marchait pas sur le cinéma, qui a pas marché d'ailleurs de plus, parce que les émissions sur le cinéma, c'est très compliqué. Et non, on était là, on n'avait pas envie d'aller. D'abord, on n'avait pas envie d'aller ailleurs, franchement. Au bout d'un an, la première année, j'ai présenté le premier anniversaire, c'était à Bercy, et on était sûr que ça allait continuer, que ça allait, et c'était une superbe fête avec un show formidable que j'ai présenté, alors que je suis pas forcément fait pour ça, mais je l'ai fait, et après c'était parti. Et puis après, on pouvait proposer une émission à Alain de Greff et Pierre Lescure, et s'ils disaient oui, on la faisait la semaine d'après, quoi. Donc on changeait la grille, on avait beaucoup de liberté, et il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas les DRH s'occupaient que de faire des contrats, ils disaient pas faut engager ou pas engager celui-là, c'était une effervescence vraiment très très jubilatoire et créative. Et parce que vous aviez aussi un président, André Rousselet, qui était plutôt quelqu'un de cool, on va dire. C'était quelqu'un c'était un grand entrepreneur qui a créé tout ce qu'il a créé, ça a marché. C'était un grand patron des G7. Ouais, tout à fait. Et donc c'est un grand entrepreneur qui a confié les clés du camion à Pierre Lescure et Alain de Greff, voilà, mais à 100%. Et donc de temps en temps il posait des questions, mais il a toujours laissé faire. Et là, ce qui compte, c'est le choix des hommes. Quand on donne de la liberté, il faut choisir les bons, et il l'a fait. J'ai une question tout autre, une question polémique. Kylian Mbappé en numéro 9, en attaquant de pointe, vous en pensez quoi? Je pense que c'est pas son meilleur poste, donc c'est toujours pareil. C'est comme dans votre métier ici, vous êtes un chroniqueur n'est pas forcément un bon anchorman, et un bon anchorman n'est pas chroniqueur, et il n'est pas avant-centre. Bon, alors on fait jouer avant-centre, mais il joue sur le côté gauche, mais ils sont 2 sur le côté gauche, et l'autre est très bon, Vinicius est très bon, donc c'est compliqué. Mais c'est le problème du casting de départ, c'est-à-dire qu'on le fait venir, c'est formidable, c'est un joueur fantastique, et après il va retrouver un jour ou l'autre tout son potentiel. En ce moment c'est un peu compliqué, mais avant-centre, c'est pas sa place, quoi. Vous avez le droit d'aller à Marseille ou pas? Oh, le droit, oui, j'ai un copain marseillais qui s'appelle Médéric, qui est un linguiste marseillais, qui est supporter de l'OM, avec qui j'avais fait un bouquin il y a quelques temps sur les expressions du foot, et qui me dit toujours viens dans le virage, on veut bien t'accueillir, sympathique et tout, et on se chambre un peu, mais voilà.
Un grand merci, Michel Denisot, les 40 ans donc de Canal+. Toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal aux éditions Flammarion. Témoignage donc de 70 bébés Canal. Ouais, merci Michel Denisot, c'est à lire. Effectivement, on apprend plein de choses et plein d'anecdotes croustillantes. Merci à vous. Merci bien. Allez, très belle journée à vous. Et puis on revient dans un instant. Mettez-vous d'accord. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.